Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. Nous sommes dans les studios du Conseil européen, du Concilium, au cœur de Bruxelles, où siège d'ailleurs notre invité de la semaine. Il s'agit de Bart-Jan Vegter. Bonjour. Je précise que vous avez été nommé donc coordinateur de l'UE pour la lutte contre le terrorisme, et ce pour 5 ans, à partir du 1er mars 2024. Alors, je rappelle aussi que vous avez été un diplomate néerlandais de haut rang, occupant de nombreux postes multilatéraux liés justement à la sécurité en 25 ans de carrière diplomatique, ministre plénipotentiaire de la représentation permanente des Pays-Bas à l'OTAN. Et à la suite des attentats terroristes de Madrid le 11 mars 2004, eh bien, le Conseil européen a décidé de créer ce fameux poste de coordinateur. Alors on vous appelle plus généralement Monsieur Antiterrorisme en quelque sorte. 20 ans après finalement la création de votre poste, qu'est-ce que ça a changé véritablement dans la lutte contre le terrorisme et dans la vie des Européens ? Le mot clé ici dedans, si on voit le progrès qui a été fait au niveau européen, c'est justement la coordination, la coopération entre les États membres. Donc il faut dire que la protection de la sécurité reste toujours une compétence des États membres. C'est logique parce que c'est la sécurité nationale de quoi on parle, mais on a constaté donc justement après Madrid qu'il fallait se réunir et faire des choses ensemble parce que les défis sont transfrontaliers. Au fait, le terrorisme, c'est un défi, c'est un phénomène transfrontalier. Donc qu'est-ce que les États membres ont fait ? Ils sont échangés des renseignements de plus qu'avant. Donc les services de renseignement coopèrent, mais aussi les procureurs coopèrent. On a établi des banques de données, des bases de données, je dirais, en Europe, où on partage des informations. On a établi des politiques spéciaux destinées aux victimes d'attentats terroristes. Donc tout ça, on a aussi renforcé nos infrastructures, donc les rendant plus résilients, plus protégés contre des attaques terroristes. Donc on a fait en différents domaines, et troisièmement, je dirais, très important, c'est la dimension externe. Donc l'Union européenne a beaucoup investi dans les relations avec les pays tiers justement pour confronter cette menace terroriste qui vient souvent hors de nos frontières, mais pas exclusivement. Je dirais que si on regarde les menaces d'aujourd'hui et les menaces qu'on a vues dans les dernières années, presque toutes les menaces ont leur origine hors de nos frontières ou bien sont amplifiées par les développements qui ont lieu hors de nos frontières. Du coup, il faut beaucoup travailler avec les pays tiers. Alors on va en parler, mais on reste quand même sur le sol européen pour un rendez-vous qui nous tient particulièrement à cœur, les Jeux olympiques et paralympiques qui ont lieu en France du 26 juillet au 11 août. Ça doit être une grande fête populaire. Le plan de sécurité pour les JO a été renforcé. Est-ce que vous êtes confiant pour les spectateurs français et internationaux ? Tout d'abord, c'est un événement magnifique qui réunit les peuples. Et du coup, c'est très important justement que ce genre d'événement puisse avoir lieu. Mais aussi vrai que dans le contexte actuel, c'est notre réalité. Il faut être très conscient de la sécurité de ce grand événement comme les Jeux Olympiques, d'ailleurs aussi comme l'Euro en Allemagne. S'il y a un pays qui est bien placé pour justement mener à bien ce genre d'événement, c'est la France. Et je dois complimenter les autorités françaises. Je suis impressionné par les dispositifs de sécurité mis en place, qui sont considérables. Et d'ailleurs, il faut souligner que derrière cette organisation, il y a aussi beaucoup de coopération entre les pays européens pour soutenir justement les autorités françaises dans la protection des Jeux Olympiques. Moi, je dirais que j'ai toute confiance dans les autorités françaises et les autres autorités qui sont impliquées, mais il faut aussi dire que la sécurité absolue, ça n'existe pas. C'est une réalité. Il n'existe pas le zéro risque. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur. Au contraire, il faut être vigilant. Et la vigilance, je crois que là, c'est une chose que nos citoyens sont très bien conscients que justement dans le contexte actuel géopolitique où il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de risques, je dirais, hors de nos frontières qui ont un impact sur notre sécurité, que la vigilance, c'est une responsabilité de tout le monde. Là, vous pensez à la fois à la guerre en Ukraine, effectivement, avec la Russie qui parfois ça donne à une guerre hybride avec des fausses informations, et puis aussi évidemment ce qui se passe à Gaza qui a tendance à stimuler un certain terrorisme.
Je dirais qu'il y a beaucoup de fausses narratives, comme on dit en anglais, narratives, qui circulent en ligne surtout. Et il est vrai que les conflits que vous avez mentionnés créent des narratifs fausses qui peuvent avoir un impact justement, surtout à travers tout ce qui se passe en ligne, sur nos citoyens. Et on constate qu'il y a beaucoup de jeunes souvent qui sont influencés par le genre de contenu qui passe en ligne, souvent la propagande ou bien même l'ingérence d'acteurs étatiques et non étatiques qui justement essayent d'influencer nos débats publics dans les sociétés. 5 ans après la chute du califat de l'État islamique en Irak et en Syrie, vous constatez, vous en tant que coordinateur antiterroriste de l'Union européenne, une menace plus diffuse qui provient de plusieurs directions, qui se propage en effet, vous l'avez dit, sur Internet, ce que vous appelez le djihadisme mutant. Expliquez-nous un peu. Oui, alors tout d'abord je dirais que la menace principale actuelle en Europe, c'est toujours le terrorisme djihadiste. Mais on a vu qu'après la chute du califat autoproclamé en Syrie et Irak, le Daesh au Khorasan, qui est lié au Daesh, s'est réinventé. Et c'est par ça que je veux dire, si je utilise le terme djihadisme mutant, c'est surtout ça. C'est qu'alors les tactiques ont changé. Donc avec ça, je veux dire que justement le ISKP, comme on dit en anglais, donc le Daesh au Khorasan, a beaucoup investi justement dans les plateformes sociales et dans tout ce qui est en ligne pour diffuser sa propagande. Et c'est une stratégie assez effective parce qu'on voit un énorme montant de contenu terroriste qui circule en ligne. Et d'ailleurs, on a pris des mesures en Europe pour justement confronter cela. Alors vous dites aussi que la prison, c'est un très gros vecteur de radicalisation, ce qui interroge sur l'état de nos prisons en Europe quand même. Ça a toujours été le cas. Les prisons sont toujours vulnérables quand on parle de radicalisation, mais il est vrai que pour les gens qui sont liés, les individus qui sont liés au terrorisme, qui ont commis des actes terroristes et qui sont en prison, évidemment, il faut les veiller. Il y a des programmes en place pour justement accompagner ces gens et faire en sorte qu'après, ces gens puissent réintégrer dans notre société. Et pour cela, on a établi au niveau européen, parce que vous avez tout de suite, tout à l'heure, vous m'aviez demandé qu'est-ce que l'Europe a fait jusqu'à présent. Bon, ça c'est un pas très important fait par l'Europe, c'est-à-dire qu'on a créé un grand réseau d'experts venant de beaucoup de pays. Je crois qu'il y en a 6500 de personnes, d'experts qui sont impliqués là-dedans, justement qui se partagent des pratiques, des bonnes pratiques, qui s'échangent des stratégies justement pour confronter la radicalisation et éviter justement que la prison soit des vecteurs de radicalisation. Alors, il y a une autre source de désinformation pour radicaliser les opinions européennes. On a parlé de la Russie, bien sûr. Il y a encore des médias qui viennent d'être interdits avant les élections européennes, dont Voice of Europe, dont les services secrets tchèques ont déjoué une opération d'influence russe dès le mois de mars. Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur cette guerre hybride que livre la Russie ? Il y a en effet un règlement relatif au retrait des contenus à caractère terroriste en ligne qui est entré en vigueur en 2022. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, ces deux choses, je dirais à propos de l'ingérence étrangère, il est clair que c'est un grand souci. On a vu justement, vous l'avez évoqué, avant les élections européennes et autour des élections européennes, il y avait certains cas d'influence russe, des tentatives aussi de corrompre nos députés européens. Et cela nous pose évidemment des problèmes parce qu'on doit lutter contre. D'ailleurs, en France, je sais qu'il y a eu une loi qui récemment a été adoptée pour justement lutter contre l'ingérence étrangère. Et là, je crois que c'est un bon exemple de comment on peut réagir. Deuxièmement, vous avez mentionné tout ce qui est en ligne et le règlement qui a été adopté par l'Union européenne. Ça, c'est un règlement très important et je dirais même que l'Europe est vraiment en avance au niveau international en imposant, je dirais, l'état de droit en ligne. Parce que l'état de droit, pour l'instant, n'existe jusqu'à un certain... pas complètement pour tout ce qui est online et Internet. Alors, qu'est-ce que fait ce règlement ? Ce règlement fait en sorte que tout ce qui est du contenu qui est terroriste doit être retiré de l'Internet. Donc, si les autorités compétentes nationales, par exemple, signalent qu'il y a du contenu terroriste qui circule sur l'Internet, alors les autorités
qui offrent ce contenu, donc les plateformes, etc., les compagnies d'Internet, ont l'obligation de retirer ce contenu dans un délai d'1 heure. Et ça marche assez bien. On est en train d'implémenter cela, mais là, on voit que beaucoup de pays tiers, justement, sont inspirés par cette législation européenne. Donc là, c'est un très bon exemple d'une chose qu'on peut faire mieux au niveau européen qu'au niveau national. Même s'il ne faut pas que ça empiète sur les libertés publiques, c'est toujours un équilibre à trouver, que des lois antiterroristes qui se multiplient, certains experts de l'ONU disent, sont parfois utilisées pour finalement une progression autoritariste de certains régimes, et que donc il faut toujours que cet équilibre soit véritable. Oui, tout à fait. Moi, je dirais tout d'abord, quand il s'agit de nos valeurs, nos libertés fondamentales, on ne fait jamais des concessions. Jamais on ferait des concessions, parce que pour l'Europe, c'est essentiel. C'est notre société, c'est qui on est. Cela dit, il faut aussi savoir que la sécurité, pour bien pouvoir profiter de nos libertés, il faut aussi une certaine sécurité. Je crois justement que les citoyens sont très bien conscients de ça. Alors, donc justement, il faut trouver un équilibre. Je crois qu'avec ce règlement, on a trouvé l'équilibre qui n'est pas trop difficile, parce que tout ce qui est terroriste, du contenu terroriste, je ne crois pas qu'il y aurait quelqu'un qui dispute le fait que c'est important de retirer ça au plus vite possible de notre Internet. Alors depuis janvier 2024, il y a un nouveau train de mesures qui est relatif au blanchiment des capitaux, qui donc veut endiguer la fraude et mieux combattre les groupes terroristes par plus de transparence, notamment sur les transactions en liquide de plus de 10 000 euros dans l'Union européenne. Alors qu'est-ce qu'on va faire de mieux ? Viser le financement du terrorisme. Alors, qu'est-ce que l'Union européenne a fait ? Depuis déjà certaines années, l'Europe a introduit la législation qui permet aux autorités, nos autorités de renseignement, par exemple les enquêteurs financiers, d'avoir un accès plus direct aux flux financiers pour justement déterminer s'il y a des liens avec le terrorisme. Et tout ça s'intègre dans un paquet plus large de législation de l'Union européenne visant le blanchiment des capitaux, mais aussi visant donc le financement du terrorisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le terrorisme se finance par des moyens comparables, je dirais, avec les réseaux criminels, la mafia. Donc, par exemple, les demandes de rançon, des taxes sur la contrebande, etc. Ce genre d'activité génère des fonds pour le terrorisme. Et donc, il faut justement veiller aux flux financiers pour aussi déterminer d'où vient, quelles sont les sources du financement. Donc, je dirais que les données financières en soi constituent une source importante pour nos enquêteurs, justement, pour lutter contre le terrorisme. À l'extérieur de nos frontières, les États de l'Union européenne agissent en ordre dispersé à l'extérieur, notamment dans la lutte contre le terrorisme islamiste. La France s'est engagée, par exemple, beaucoup en Afrique, et cette politique n'a pas intéresser d'autres pays. On pense à l'Espagne, on pense aux pays de l'Est qui sont beaucoup plus portés sur ce qui se passe bien justement plus à l'Est avec leurs voisins russes. Est-ce que c'est un problème, cette Europe à deux vitesses ? Moi, je ne pense pas, et je crois que l'Europe a toujours fonctionné à l'échelle européenne en faisant des politiques communes dans le domaine externe, mais il est aussi vrai qu'il y a des pays membres qui sont plus impliqués dans certaines régions ou d'autres. Moi, je dirais qu'il y a deux régions qui me préoccupent spécialement, ou dans le sens où je me suis engagé à justement établir des relations plus étroites avec les pays dans ces régions-là. C'est l'Asie centrale et c'est l'Afrique occidentale. Et justement, c'est pas loin du Sahel. Donc là, pourquoi ? Parce que justement, il faut éviter que là se constituent des nouvelles bases pour le Daesh qui pourrait se reconstituer et de nouveau s'organiser et recruter des combattants islamistes. Mais je crois que je me préoccupe moins de différentes vitesses, si vous voulez le dire comme ça. L'important, c'est de maintenir notre engagement et je crois que là, les États membres sont d'accord qu'on ne peut pas se permettre de ne pas s'engager dans certaines régions comme les régions que je viens de mentionner. Alors, quels sont nos alliés finalement dans cette lutte contre le terrorisme à nous, pays de l'Union européenne ? Est-ce qu'on peut compter sur le Royaume-Uni depuis le Brexit ? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on pourra toujours compter sur les États-Unis aussi, notamment en cas de victoire de Donald Trump qui est beaucoup plus isolationniste ?
Je pourrais répondre aux deux questions que vous me posez de façon très simple. Quand il s'agit de nos intérêts de sécurité, je crois que là, on sera toujours, on verra toujours un besoin de travailler ensemble, que ce soit avec le Royaume-Uni, que ce soit avec les États-Unis. Je crois que c'est pas vraiment lié au changement politique qu'il pourrait y avoir, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et je crois que d'ailleurs, notre coopération avec les deux pays a montré dans les dernières années qu'on a vu la valeur ajoutée d'une coopération très étroite. On s'échange des informations, on se partage des bonnes pratiques, etc. Et on s'engage ensemble dans différentes régions que je viens de mentionner. Donc, quels sont finalement les vœux de Monsieur Antiterrorisme? Quelles sont les mesures que pourrait mettre plus vite en place l'Union européenne? Alors, mes vœux, c'est qu'il y ait une conscience large auprès de nos citoyens, mais aussi auprès de nos politiciens, du fait qu'on ne peut pas négliger la menace terroriste, mais comme je viens de vous dire, je ne veux pas inciter la peur, au contraire, je veux la vigilance. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, je crois, en ce qui concerne l'Internet, ça c'est une dimension très grande, comme je vous ai dit, et on vient de réguler l'Internet avec des règlements. Il faut toujours être conscient de l'équilibre que vous avez mentionné entre les lois antiterroristes et les libertés fondamentales. Et je crois, troisièmement, si vous permettez, je pense qu'il est très important d'investir dans la relation avec le secteur privé, parce que les compagnies d'Internet, les entreprises, les plateformes médias, etc., jouent un rôle très important et ont une responsabilité aussi, et on doit les impliquer dans nos efforts. Merci à vous, Bart-Jan Vector, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe. À très bientôt.